le débat sur Franck Biya est pour moi un débat éculé. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettre en orbite un individu de 51 ans qui a attendu 51 ans pour prendre la carte du parti que dirige son père depuis 40 ans ou plus, pour moi, c'est insulter. Insulter Cabral Libi, qui a laissé son activité principale pour se mettre au service du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est insulter Kamto Maurice, qui a des positions affirmées, des positions politiques affirmées. C'est insulter Cyril Sambaka, insulter tous ces hommes politiques qui, lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a une situation d'urgence dans ce pays, prennent position. Et vous m'amenez un individu qui, lors d'un meeting politique, prend la parole pour dire que je parle de tout, sauf de politique, dans un meeting politique. Un homme qui n'est donc pas capable d'assumer sa position, qui se lève un 6 novembre 2022 pour aller dans des chefferies, qui se lève un 6 novembre 2023 pour se mettre en scène, il n'est pas capable de prendre ses responsabilités et de dire « je veux prendre le pouvoir ». Et c'est lui que vous mettez en orbite au nom de ce qu'il aurait pris une carte. Je voulais d'abord faire cette précision-là et dire que je suis là pour ces deux raisons-là, sinon je ne serais pas venu. Pour moi, ce n'est pas un débat. Maintenant, je reviens sur votre question. Passage de sympathisants. Pour le PCRN, oui, nous avons toujours eu cette position purement de juriste que Maître Achille Lejo a. Franck Biya jouit de tous ses droits. Il a donc le droit de se présenter à la magistrature suprême, etc., etc. Mais lorsque vous faites une petite lecture des signes et des images, une petite lecture de la sémiotique du politique, vous comprenez que Franck Biya, candidat, face à Maître Lejo, face à Cyril Sambaka et autres, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est l'armada, c'est la machine qui va faire en sorte que ce que Maître Lejo appelait une succession dynastique s'opère. C'est-à-dire que, au lieu que quelqu'un soit candidat pour aller dans un jeu libre et transparent, on va organiser toutes les actions pour que lui il puisse être président. Parce que le Franck dont vous parlez aujourd'hui, qui ferait peur à l'opposition, il a quoi d'autre à vendre, sinon son patronyme? Monsieur Franck Biya n'a pas de prénom à vendre, il n'a pas de programme politique à vendre, il n'a pas d'action politique à vendre, quelque chose qu'il a déjà posé, une action qu'il a déjà posée au Cameroun à vendre. Il n'a donc rien à vendre aux Camerounais. Tout ce qu'il a à vendre, c'est un patronyme. Et ce patronyme seulement, et seulement parce que ce patronyme dispose des moyens coercitifs, des moyens de fraude électorale. Pas parce que le patronyme Biya représente dans la mémoire collective des Camerounais quelque chose de positif. Non, loin s'en faut, c'est quelque chose de purement négatif. Cet homme est comme une malédiction pour le Cameroun depuis 41 ans. Donc, on ne peut pas considérer que parce qu'on s'appelle Biya, on a un avantage quelconque. Nous, notre prière au PCRN pour 2025, c'est que le RDPC fasse l'erreur de mettre face à Cabral Libi monsieur Franck Biya, mais dans une situation où le code électoral est consensuel. Madame, vous verrez ce qui va se passer. Parce que cet homme n'a rien à vendre aux Camerounais. Et donc, je ne vois pas pourquoi il pourrait faire peur à quiconque. Mais pendant ce temps, j'appelle quand même les Camerounais à être vigilants. Parce que le RDPC avance et refuse que l'erreur de 92 se reproduise. Il sophistique donc sa machine de fraude électorale. S'il s'organise à mettre un Franck à la place d'un Paul, on risque de se retrouver dans la même situation. Ce d'autant plus que dans la cosmogonie de la forêt équatoriale d'où je viens, chez nous les Bassa, on dit « Man kab kokinyan ». Ça veut dire que le chien ne fait pas le chat. Je sais pas moi, le pangolin n'accouche pas le rat. Un homme qui a réussi à se faire discret pendant 51 ans, qui a exactement les mêmes traits de son père, qui nous martyrise depuis 41 ans. Vous estimez que ce diable, moi ça me fait froid au dos d'envisager une seule seconde que M. Franck Biya peut remplacer M. Biya Paul. Donc dans ces conditions, je dis aux Camerounais d'être extrêmement vigilants. Parce que si en 2025, une telle entourloupe est préparée et que face à lui, il y a des candidats de l'opposition, il faudra simplement veiller à ce que les élections soient libres et transparentes, qu'on aille voter et qu'on surveille son... Donc je m'inspirais de l'arsenal juridique interne des partis politiques sur lesquels justement un certain nombre de décisions s'appuient
Donc, on utilise les instruments démocratiques internes pour effectivement, dans les cas précités, prendre des décisions qui, à la fin, donnent l'impression que c'est plutôt une façon d'exclure, de façon arbitraire, certains acteurs qui ne sont plus forcément en harmonie avec la ligne directrice du parti. Vous faites bien d'évoquer le corpus juridique qu'il y a à l'intérieur des partis politiques, parce que la loi de 90 qui régit la liberté d'association au Cameroun donne comme préalable la présentation de l'administration d'un certain nombre d'instruments, le règlement intérieur, le statut, avant d'être autorisé. Et donc ça veut dire que du point de vue légal, juste pour répondre à votre question, le corpus normatif de ces institutions, de ces organes-là, est en droite ligne ou alors respecte les fondements de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se dire que vous nous demandez, est-ce qu'il y a dans les partis politiques plus du totalitarisme, j'y arrive, que de la démocratie? Peut-être faudrait-il commencer par définir... Monsieur Ndam aurait dû peut-être le faire, puisque c'est l'homme de science sur le plateau, mais du peu que je sache, le totalitarisme, c'est un système politique dans lequel il y a un parti unique et qui n'admet pas un courant contraire. Absolument. La démocratie, quant à elle, c'est trivialement le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'il existe dans les partis politiques qui ont une existence légale au Cameroun de la démocratie? Je peux dire, et être sans être péremptoire, oui. Même si vous hésitez en le disant. C'est pour ça que je dis sans être péremptoire. D'accord. Est-ce qu'il existe du totalitarisme? Là, je peux le dire en étant péremptoire, oui. Et je dis exactement où est le totalitarisme. J'ai un problème avec ce mot, dans le RDPC. Depuis le 14 septembre 1983, un seul et même individu trône à la tête de ce parti. Et dans ce parti, la seule évocation d'une candidature à la magistrature suprême de ce parti-là vous vaut une peine de mort. Dans ces conditions, je ne veux pas que vous évoquiez Zengele, la mascarade Zengele, sont des amusements. Si vous prenez quelque chose de sérieux dans ce pays, il est clair que dans le RDPC, c'est le totalitarisme à outrance. Maintenant, je crois que le prétexte à votre émission, l'aîné le rappelait, c'est, vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même, c'est les cas Ndoki et puis ceux qui ont été exclus du SDF. Alors, sur ce cas précis, moi, j'ai des difficultés. Je trouve que, pour moi, ce ne serait pas bien d'évoquer ces cas, puisque je ne connais pas le règlement intérieur, les statuts du MRC, je ne connais pas non plus ceux du SDF. Mais tout au moins, je peux rappeler que la problématique Ndoki, par exemple, l'exclusion de Ndoki, par exemple, me pose un problème du point de vue de son genre, parce qu'elle est une femme. Dans un contexte où le leadership politique féminin est déclinant ou alors presque inexistant dans notre pays. Monsieur Dipita Tango, si là, en ce moment, vous et moi, nous jetons en conjecture pour évoquer, épiloguer sur les éventuels candidats, les éventuels présidents de la République en 2025, c'est le sens de votre deuxième sujet. Quelques esprits défroqués vont évoquer un monsieur de 92 ans qui va rempiler. D'aucuns vont évoquer une succession dynastique, celle de Franck Biya. D'autres encore vont évoquer Maurice Kamto, et les plus avisés vont évoquer Cabral Libi. Cependant, vous avez bien compris que là-dedans, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. Et moi, ça me pose problème. Je ne veux pas entrer dans la cuisine interne du SDF ou du MRC, parce que j'estime que par principe, lorsque vous entrez dans un parti politique, monsieur Dipita, c'est un mariage, c'est un contrat d'adhésion. Vous y entrez, vous trouvez des statuts. Vous les lisez. Si vous devenez adhérent, membre, c'est que ces statuts vous vont. Alors à partir du moment où vous êtes dans ce parti politique, vous devez respecter les statuts et règlements intérieurs de ce parti. Vraiment, c'est un principe sur lequel on ne devrait pas désigner, parce que c'est quelque chose d'important.
Maintenant, lorsque je l'ai dit, monsieur le député, je ne veux pas vous faire croire que le PCRN ne veut pas qu'il existe dans les partis politiques une ambiance de démocratie, une ambiance d'alternance, ou tout au moins des conditions qui peuvent permettre l'alternance, même si les adhérents au parti décident eux de maintenir une seule et même personne au pouvoir. Sauf que lorsque j'ai fini de le dire, monsieur le député, je vous interroge, ce n'est pas mon rôle, mais je me questionne quand même. Je réfléchis à haute voix en me questionnant sur quelque chose de constant. Monsieur Dipita, si on prend la borne de 1992, est-ce que les hommes politiques qui ont claqué la porte de leur parti politique ont fait mieux que leurs anciens patrons? C'est une question fondamentale dans la démarche des partis politiques d'aujourd'hui. Je pose la question de façon plus triviale pour qu'on se comprenne. Est-ce que M. Anissé Kane a pu faire mieux en ayant claqué la porte de l'UPC pour créer le Manidem? Est-ce que M. Issa Chiroma Bakari a pu faire mieux en quittant l'UNDP pour créer le FSNC? Est-ce que les frères Mouna et Elisabeth Tamanjong, Edith Kabangwala ont pu faire mieux en quittant le SDF et en créant le CPP qui agit, etc., etc. Ces questions-là nous permettent de se dire que, certes, l'alternance est quelque chose d'important dans les partis politiques, mais tous les bruits ne sont pas dignes d'intérêt. Parfois, certains bruits sont instrumentalisés de l'extérieur par des partis politiques adverses pour mettre à mal leurs concurrents dans la perspective. Je sais que vous allez ajouter à ce qui est déjà dit, mais je voudrais avoir une autre question, de savoir si, justement, dans le fonctionnement de ces partis, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le président est là comme un autoritaire dirigiste? Est-ce qu'il n'exerce pas un pouvoir auto-centré sur lui qui, d'une façon ou d'une autre, s'appuyant, je l'ai dit tout à l'heure, sur le corpus du parti, permet quand même de faire passer ces désirata au-delà que c'est peut-être de la volonté de l'ensemble? Merci, M. Dipita Tongo. Je crois que c'est maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'en réalité, cette émission a une vocation pédagogique. Exact. Et il est important qu'on puisse essayer de balayer la gadoue sur un certain nombre d'éléments pour qu'en réalité nos téléspectateurs puissent être au fait. En sciences politiques, cela est clair. M. Dipita Tongo, nous sommes là en face de deux systèmes politiques qui s'affrontent, notamment la démocratie d'une part et le totalitarisme d'autre part. Et dans mon propos liminaire, j'ai planté le décor que la détermination d'un système politique, en réalité, est tributaire du comportement notamment des acteurs politiques au sein des formations politiques. Puisqu'en réalité, lorsque nous sommes dans un régime dit fermé, nous sommes dans un régime totalitaire, système totalitaire. En d'autres termes, on a des partis qui se veulent démocratiques, mais des individus qui les animent sous la volonté Et vous verrez donc que nous sommes autocratiques dirigistes. Lorsque nous sommes dans un système dit ouvert, on fait recours à la démocratie. Mais toutefois, M. Dipita Tongo, la démocratie n'est pas automatique. La démocratie est une institution qui fait quoi avec la réalité. Exactement. Et la démocratie est animée par des hommes. Comme dirait Césaire sans contexte. Effectivement, et la démocratie est animée par les hommes. Et dans l'animation du jeu démocratique, c'est une question d'interactionnisme des acteurs au sein d'une formation politique. Cela étant dit, on fait souvent face, ce que je vais qualifier techniquement ici, à un système dit hybride. C'est-à-dire quoi? Un État est dit démocratique et qu'en réalité c'est décrété que c'est la démocratie. Mais lors de la pratique, on a tendance à constater les éléments qui font recours à qualifier plutôt un régime dit totalitaire. Et la démocratie devient donc un cache-sexe pour certains leaders politiques d'exprimer leur désirata. J'ai écouté les copanélistes. Ils sont des partisans. Mais il est important de le dire, M. Dipita Tongo, qu'il faut contextualiser la pratique politique avec les réalités anthropologiques et sociologiques du terroir. Parce qu'en réalité, ce qui est vrai ailleurs ne peut ne pas l'être ici. La manière dont la pratique démocratique est exercée en Occident n'est pas le même degré ici, en Afrique et au Cameroun en particulier, pour une ou deux raisons, M. Dipita Tongo. Première réalité, c'est notamment le rapport que les Africains et l'homme noir avec le pouvoir. Le rapport que l'homme, l'être humain, l'homme noir a vis-à-vis du pouvoir. Vous savez, M. Dipita Tongo, en Afrique, on fait face à une forme de culte des personnalités, à une forme de patrimonialisation du pouvoir. Parce qu'en réalité, l'individu qui a le pouvoir
a tendance à confondre avec les us et coutumes traditionnelles africaines. Je prends un exemple. Toutes les formations politiques dont nous citons, que ce soit le RDPC, on a dit c'est 40 ans depuis, le président Paul Biya est à la tête du pouvoir. Vous ne pouvez pas, à travers ce fait qui était un constat que nous constatons, M. Dipita Tongo, que voilà l'un des éléments qui peuvent nous permettre à dire que l'un des éléments qui rentre dans la dynamique du régime totalitaire est là quand même. Même si en réalité il est indispensable, il peut prendre le recul et revenir plus tard et continuer l'abonnement du parti. Et ce qui est valable pour le RDPC est aussi valable pour d'autres formations politiques. Je vous ai dit que le comportement des leaders politiques, au Cameroun en particulier, nous amène à constater qu'ils sont là pour rester éternellement à la tête de formations politiques. Et que, M. Dipita Tongo, vous avez convoqué deux éléments là, la loi et les organes. Notamment, il y a trois types d'institutions, M. Dipita Tongo. Nous avons l'institution personne, l'institution organe et l'institution norme. Les organes, c'est-à-dire la commission d'arbitrage et tout ça, et le congrès, le bureau politique, comité central. Et le statut et règlement des partis sont davantage les instruments au service de celui qui a la capacité de faire, d'empêcher de faire ou de refuser de faire au sein des formations politiques. Vous ne pouvez pas dire, M. Dipita Tongo, que tel qu'on conçoit le rapport des leaders politiques en Afrique noire francophone et au Cameroun en particulier, vis-à-vis au pouvoir, il est important de le dire que lorsqu'un organe même, l'organe suscite quelque chose, le fait que l'organe suscite quelque chose, on peut ne pas évoquer les non-dits de pourquoi est-ce que cet organe a saisi tel élément. Je prends l'exemple du NRC. Pourquoi est-ce que c'est le secrétaire général qui a convoqué et qui a porté plainte? Même si c'est le secrétaire général qui a porté plainte, est-ce que M. Dipita Tongo, on peut éviter l'hypothèse de dire que cette plainte n'a pas été suscitée d'ailleurs et que le secrétaire général est la partie visible pour mettre en application, pour mobiliser les instruments du parti pour écarter quelqu'un? Il y a aussi une notion très importante que les formations politiques utilisent, M. Dipita Tongo, qui nous amène à croire que les partis politiques pratiquent du totalitarisme. La notion de la discipline du parti. Ouais. Ça veut dire quoi? La discipline du parti. Vous savez, la discipline est comme quelque chose de subjectif ou encore de jugement de valeur. Maintenant, M. Dipita Tongo, si on parle de discipline du parti, et que l'accord ou encore l'argument que le militant apporte est dans la dynamique de remettre en cause pour que le parti soit davantage plus efficace, est-ce qu'on peut qualifier ça sous le joug de l'indiscipline ou peut-être une idée susceptible de faire en sorte que le parti puisse évoluer? Je prends un exemple pour être plus concret. Politiquement parlant, en sciences politiques et dans le champ politique, une formation politique a pour vocation la conquête du pouvoir. Absolument. À partir du moment où un parti politique décide de ne pas conquérir le pouvoir, on peut se poser des questions. Monsieur Dipita Tongo, si un militant au sein d'une formation politique s'offusque du fait que, mais en réalité, notre mission première, c'est de conquérir le pouvoir. Et vous lui opposez du fait que la discipline du parti dit ceci. Lorsque le parti prend une décision, vous vous alliez. Est-ce que cette prise de position n'est pas utile pour le parti, M. Dipita Tongo? C'est utile parce qu'en réalité, le parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir. Mais alors, lorsqu'on parle de discipline du parti, il faudrait que l'on puisse comprendre que c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur certaines personnalités qui remettent en cause notamment l'autorité de ceux qui disent certaines formations politiques. D'accord. Je crois que pour sortir, nous sommes dans un système hybride, décrété d'une part démocratique, mais dans la pratique, on fait face à une forme de totalitarisme à une autre pareille. Par une dame. Est-ce que justement, dans le jeu et le rôle des acteurs, ceux qui ont des positions de pouvoir ne s'inspirent pas du corpus juridictionnel, des textes, des règlements et tout, pour faire passer en premier leur volonté? Quoi de plus normal? Je réponds, quoi de plus normal? D'accord. Vous avez demandé, est-ce que ceux qui ont des positions de pouvoir ne s'inspirent pas des textes? Je soulignais cela de 3 traits. Ne s'inspirent pas des textes pour faire passer leurs idées. Je dis, quoi de plus normal? Et je veux répondre à M. Ndama en lui disant que lorsqu'on juge un système du point de vue démocratique ou alors totalitariste, on ne commence pas par les hommes, on commence par les textes. C'est pour cela que la loi de 90 qui encadre la liberté d'association, par exemple, a demandé qu'en annexe de la demande d'autorisation qui est adressée au ministre en charge de l'administration territoriale, on mette les statuts et les règlements intérieurs pour se rassurer qu'ils sont conformes aux pratiques qui ont cours dans la République.
Cela fait quoi? Cela permet à ce que lorsque sur le terrain, on se déploie dans un cadre en dehors duquel on ne peut pas partir. Je souhaite, parce que vous demandez qu'on n'évoque pas des sujets précis, mais on risque de croire. Allons-y. C'est la faiblesse. On risque de croire que nous sommes dans un amphi. On ne sommes pas dans un amphi. Nous sommes là sur le terrain, parce que nous autres sommes des acteurs. Lorsque vous êtes dans un parti politique, j'ai dit le contrat entre un parti politique institution et un adhérent est un contrat d'adhésion. Il produit des effets de part et d'autre, il est synalagmatique, je reconnais, mais il est davantage un contrat d'adhésion. Vous entrez dans un parti politique, il a un corpus normatif qui va des statuts au règlement intérieur. Vous devez vous y conformer. Cela ne veut pas dire que ne doit pas éclore dans votre tête des idées qui peuvent amener le parti à grandir. Mais dans ce cas, si cela advient, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser, entre autres le lobbying. Et cela dans le respect strict des textes du parti. J'explique. Lorsque vous êtes dans un parti, l'aîné disait tout à l'heure que la grande messe du Congrès est l'occasion rêvée pour tous les membres d'un parti politique, tous les adhérents, même les sympathisants, d'arriver et de proposer des nouvelles perspectives, des nouvelles alternatives, des nouvelles idées. Lorsque nous partions à Ngaoundéré en décembre dernier, nous étions partis, nous autres, en nous disant que nous allons pour élire le nouveau président du parti. Mais c'est parce que nous n'avions pas lu les textes. Les textes disaient qu'au cours d'une assemblée extraordinaire, il n'y a pas refonte des textes des organes du parti. Ce n'est qu'en décembre prochain, à Kribi, lors du premier congrès ordinaire du PCRN, que nous allons refonder, entre autres, élire le président du bureau politique. Lorsque, au cours de cette année donc, vous avez une idée, par exemple, le MRC dit « je ne veux pas aller aux élections ». Niamey et autres qui, eux, considèrent qu'on aurait dû aller à l'élection, ont le droit de s'exprimer. Mais moi, ça me pose un problème qu'ils se retrouvent dans des plateaux de télévision pour dire d'abord qu'on devait aller aux élections et en plus de cela, insinuer que si on n'est pas allé aux élections, c'est parce que je ne veux même pas utiliser leurs arguments. Moi, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur le député. En décembre prochain, à Kribi, je risque de challenger Kabralimi. Ah, ça c'est une annonce. Parce que... Vous serez candidat. Il risque. D'accord. Il ambitionne. J'ambitionne. Pourquoi? Il existe dans le parti des gens qui se comportent quelquefois comme si ils étaient des camarades de M. Ndam, où on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, dans le parti, le patron et les instances qui ont la charge de la discipline disent non, on est un jeune parti, ce sont des comportements des jeunes, il faut laisser, et puis on va... Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans un parti politique, et je pense que c'est le seul point d'achoppement qu'il aura avec moi, si d'ici là, des mesures ne sont pas prises pour que les dissidents, je ne donne pas des injonctions à mon président national, pour que des gens qui ont des comportements anti-parti, j'achète le mot, se remettent dans les rails, il faudra que nous fassions savoir au Congrès que nous ne sommes pas d'accord avec des gens qui ont des comportements anti-parti. Il y en a chez vous. Qui sont-ils? Je finis donc en disant que lorsque vous êtes dans un parti politique, lorsque vous êtes dans une organisation, vous la trouvez, je répète simplement, vous la trouvez avec un certain nombre de textes. Vous devez respecter ces textes. Je rappelle, et cela vous surprendra, mais c'est un parti politique de l'opposition, je vais toujours au secours des MRC, que la dame qui vient d'être exclue, m'a-t-on dit, je ne suis pas dans leur parti, mais a impulsé un mouvement des réformateurs depuis 2 ans. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs depuis 2 ans. Ça veut dire qu'elle se limitait, dans le cadre de sa démarche, à un lobbying qui lui aurait permis de faire basculer l'idéologie vers là où elle voulait que ça aille. Le moment de déclic est arrivé lorsque vous arrivez sur des plateaux de télé. J'étais à la Vindicte populaire, le président national. J'étais à la Vindicte populaire, vos propres camarades, ça pose un problème. Je suis donc d'accord, je conclue en disant, avec M. Ndam, que
il peut couver dans les partis politiques des idées nouvelles tendant à faire évoluer le parti. Mais que le débat reste... Que le débat reste au sein, encadré par les textes du parti. Les instances existent. Et que le lobbying soit fait pour que l'on attire le maximum de personnes vers la direction que l'on veut donner. C'est important ce qu'il dit. J'ajoutais juste un pan. Pour dire qu'en réalité, au-delà même de galvauder et même d'instrumentaliser la disposition légale à des fins personnelles, qui est une hypothèse qui n'est pas à négliger, M. Dipita Tongo. Pour dire qu'en réalité, les acteurs politiques ont la capacité de violer même la loi. Je vous prends un exemple. Lorsque le président d'Abidjan meurt, les statuts et règlements de l'Église se disent quoi? Le vice-président. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et ceux qui sont censés protéger et qui ont écrit ce statut sont les premiers à violer cela. Mais en cela, n'est-ce pas les hommes qui en réalité ont la capacité d'instrumentaliser et donner une interprétation personnelle au regard de leur aspiration personnelle? Monsieur Dipita Tongo, je vais prendre un exemple. Depuis que toutes les formations politiques au Cameroun, ils font leur congrès. Regarde, vu que le président qui a bâti, qui a mis sur la formation politique a été battu lors d'un congrès. Je prends l'exemple. Le RDPC, depuis que le RDPC est là, on a battu le président Paul Biya. Depuis que l'UDC, avant que Namjoya ne meure, plusieurs congrès, on n'a jamais battu Namjoya. Le MRC, vous avez fait votre congrès, je crois. Il arrive en novembre. D'accord, on espère que le challenge... Il y a eu un en 2018. Il y a eu un en 2018. Oui. Et également, il y a aussi un aspect qui est très important, M. Dipita Tongo, qui est un élément indispensable pour expliquer l'usage du totalitarisme, le culte de la personnalité, le messianisme. Mais pour les partisans du MS et du BCRN, Kaba Libi, c'est l'homme qu'il faut. C'est d'ailleurs le plus brillant, le plus intelligent. Et la plupart de ceux qui militent, c'est là qu'on peut donc questionner le militantisme, monsieur Dipita Tongo. Qu'est-ce qui motive les citoyens à militer? Est-ce la conviction politique? Est-ce l'idéologie? Ou en réalité le personnel? Ou encore le leader qui suscite l'admiration et l'adhésion de formation politique? On constate au Cameroun, c'est davantage l'homme qui a été le moteur qui suscite l'adhésion. Mais alors, pour revenir au cas du MRC, mais vous, les partisans du MRC, la plupart, Maurice Kamto est l'homme le plus qu'il faut. Il est d'ailleurs le plus intelligent, le plus brillant. Il est dans un culte de personnalité qu'on voit. Dans le RDPC, bien considéré comme le père de la nation. D'ailleurs, c'est l'homme le plus capable de tout faire. Mais vu ce prisme-là, ce sont des caractéristiques du régime totalitaire, du système totalitaire. Pourquoi? Parce que au lieu de donner sens, de renforcer, de respecter, notamment les dispositions légales qui mettent à égalité tous les militants, on a une tendance à avoir plus d'allégeance à la personne physique qu'à la personne morale qu'est l'institution. Et c'est un fait. Il ne faudrait pas que vous offusquez à cela. C'est un fait que la plupart des... Il y a un bémol à mettre. Il n'y a pas de souci. Mais le fait est là. Il y a une culte de personnalité qui se donne à voir au sein des formations politiques. Et ce culte de personnalité, M. Dipita Tongo, est l'un des éléments qui nous amène à croire que l'usage de la pratique totalitaire est de mise. Et en réalité, on fait recours à la démocratie pour pouvoir cacher ce sexe-là.